Saigon, départ de la mission d'exploration du Mékong. Le 5 juin 1866, vers midi, la rade de Saigon offrait le spectacle assez habituel de deux petites canonnières, 27 et 32, sous vapeur, faisant leurs derniers préparatifs de départ. Mais les voyageurs allaient plus loin que de coutume et partaient pour l'inconnu, et nulle limite de distance ou de temps n'était assignée à leur entreprise. Messieurs, vous allez explorer le cours du Mékong. Cette conquête pacifique donnera à la France une grande influence sur une région appelée à devenir l'intermédiaire de la Chine avec l'Europe. Doudard de Lagrée et Francis Gagnière s'aperçoivent rapidement que le Mékong n'est pas la voie fluviale qui mène en Chine. Je voulais m'assurer de l'existence de ce troisième œil que vous, Européens, possédez, dit-on, derrière la tête, et à l'aide duquel vous découvrez les trésors cachés sous terre. Après 16 mois de voyage à pied, la mission parvient à gagner le Yunnan et arrive à Shanghai le 21 juin 1868. À Dali. Étrangers, vous pouvez vous emparer de tous les pays qui bordent le Lan Xantian, mais vous serez obligés de vous arrêter aux frontières de mon royaume. Vous pourrez soumettre les 18 provinces de la Chine, mais celle que je gouverne vous donnera plus de mal que tout le reste de l'Empire. En descendant le fleuve bleu, Yangtze-kiang, les membres de la mission s'arrêtent à Wuhan du 3 au 10 juin 1868. À 8 heures du matin, nous accostâmes devant le consulat de France, où nous trouvâmes la plus gracieuse hospitalité. M. Guénaud, chancelier de M. Dabry de Tiercent, gérait à ce moment le consulat d'Ankeou. Il nous fit les honneurs avec une cordialité et une bienveillance que nous n'avons pas oubliées. La colonie européenne nous attendait depuis longtemps et nous fit l'accueil le plus sympathique. Rencontre avec Jean Dupuis, commerçant français. Je suis de Saint-Just-la-Pendue, dans le département de la Loire. Je suis également forésien, natif de Saint-Étienne. Et moi-même, je suis né sur les bords du Rhône. Je me suis établi dans le pays depuis 1859. Je suis arrivé à Wuhan avec la mission de l'amiral Hope et les explorateurs Sarel et Blackeston qui cherchaient la route des Indes à travers la Chine. Je vends ici des produits occidentaux d'importation. Toute la marchandise vient de Shanghai en remontant le fleuve bleu. Je pense qu'il y a une voie commerciale plus courte, plus sûre et moins coûteuse. À 6 journées au sud-sud-est de l'Insang se trouve le marché de Nanhao, à partir duquel le fleuve rouge est navigable jusqu'à la mer. Le lieutenant Garnier l'a descendu sur quelques kilomètres lors d'une rapide reconnaissance. De quelques heures seulement à travers les rapides. D'après les renseignements que j'ai recueillis, dans mon excursion en Val de Wangrao, on rencontre la ville de Maokai, qui est à 12 jours de Hanoï. La découverte de cette route fluviale beaucoup plus courte que le fleuve bleu est certainement un des meilleurs résultats de notre voyage. Avec l'ouverture du fleuve rouge, le Tonkin devient le débouché naturel des produits du Yunnan, au lieu des marchés des cantons ou de Shanghai. À la fin de 1869, Jean Dupuis rencontre un officiel chinois qui amène des armes de Shanghai. Ces armes sont destinées au maréchal Majolong, qui se bat au Yunnan. Les roués des musulmans chinois ont créé à Dali, sultanat indépendant sous le nom de Pingrangua, la nation pacifique du Sud. Je vous accompagne. Je peux approvisionner rapidement le maréchal Ma Roulong en armes. Je connais une route beaucoup plus courte. Jean Dupuis se rend à Kunming et obtient du gouverneur une commande d'armes et des sauf-conduits. 13 avril 1871, Ma habite en dehors de la ville une villa plaisamment située sur les bords du lac. C'est un homme de 36 ans, d'assez puissante mais d'assez grossière allure. Il est couvert de blessures et il montre avec fierté ses preuves de sa bravoure, qui, mieux que des diplômes, l'ont conduit au pouvoir. Son appartement est un véritable arsenal où l'on trouve avec surprise une collection formidable d'armes européennes de toutes espèces. Carabines, tromblons, armes à répétition, revolvers. Il s'exerce toute la journée à l'usage de ces différents engins, et il y a peu de meubles chez lui qui ne soient littéralement criblés de balles. Francis Garnier, voyage d'exploration en Indochine.
Amenez-moi du matériel européen, je vous offre 10 000 pécules d'étain pour vos frais de voyage. Notre parole vaut mieux qu'un morceau de papier, utile seulement à aider notre mémoire. Voici vos lettres de mission, une escorte. De retour à Shanghai, Jean Dupuy obtient le financement des compagnies indo-chinois Denis Frères, Roch Frères, Millot et compagnie. Paris, 9 avril 1872, ministère de la Marine. J'ai découvert un passage navigable qui peut, en 6 ou 7 jours, relier Saïgon à la riche province du Yunnan. Je dois me rendre à Hue afin d'obtenir du gouvernement annamite le droit de passage sur son territoire. Il vous sera impossible de remonter le fleuve. Le pays est en pleine insurrection. Les rebelles, qui forment 2 bandes, ravagent toute la contrée. Les armées annamites n'ont pas pu leur tenir tête. Les mandarins de Hue sont battus. J'arrive du Tonkin. Il y a en effet 2 bandes, mais elles ne sont pas dangereuses. Les pavillons noirs possèdent 16 fusils de chasse à 2 coups et quelques mauvais fusils à mèche. Je sais qu'ils ne me susciteront aucune difficulté. Quant aux Annamites, je ne m'en effraie pas. Je n'ai sur leur territoire que le delta à traverser. Je n'ai qu'à tenir le milieu du fleuve avec mes navires. On me tirera peut-être quelques coups de canon en passant devant les villes, mais je passerai outre. Avec 4 hommes et un caporal, on peut passer facilement. Une fois le fait accompli, on serait bien obligé de l'accepter. Mais je croyais... On m'avait dit que le pays est à feu et à sang. J'étais persuadé que vous seriez égorgé. Eh bien, d'après ce que vous me dites, je fais des vœux pour le succès de votre entreprise. Nous ne pouvons intervenir ni pour ni contre dans cette affaire qui demeure entièrement à vos risques et périls. Si vous éprouvez de la résistance et si vous croyez pouvoir l'emporter, frayez-vous un passage de force. C'est votre affaire, mais si vous ou vos gens êtes tués, nous pourrons intervenir pour vous venger. Nous ferons officiellement pour vous tout ce que nous pourrons sans nous engager. Contre-amiral Dupré et le vice-amiral Otto, ministre de la Marine. Si j'étais autorisé à offrir au gouvernement annamite notre concours pour le rétablissement de son autorité dans le Tonkin, rien ne serait plus facile que de prolonger la durée de notre occupation. Nous sommes en mesure de repousser le corps d'auxiliaires chinois. Après s'être débarrassé de ses parasites et s'être mis en possession des provinces maritimes, il restera à purger le haut pays des bandes de brigands qui l'occupent. Vous voulez absolument faire la guerre, mais le gouvernement ne veut absolument pas d'un conflit. Sous aucun prétexte. Pour quelque raison que ce soit, il ne faut engager la France au Tonkin. À Saïgon, Jean Dupuy, avec le gouvernement colonial. Je ne vous recommande pas d'aller à Hue. L'état de nos relations avec les Annamites rendrait votre visite inutile. Nous ne connaissons que trop le mauvais vouloir de la cour de Hue à notre égard. L'insolence des Annamites ne connaît plus de borne. Croyez-moi, dès que la cour de Hue verra notre intervention dans cette affaire, elle donnera aussitôt des ordres aux mandarins de Tonkin pour vous empêcher de passer. Le mieux est de partir directement pour le Tonkin et de surprendre les mandarins par la rapidité de vos mouvements. Toute intervention de notre part vous serait plutôt nuisible qu'utile. Le Bourragne vous conduira au Tonkin dès que les réparations seront achevées. Vous ne serez pas abandonné. Chaque mois, j'enverrai un navire pour entretenir mes communications avec vous. À Hong Kong, Jean Dupuy, avec Ernest Millot, recrute Ducos de la Haye, ingénieur, et son second Dercourt, conducteur de travaux, messieurs Bégaud, artilleurs, et Fargeau, fondeurs de canons, ainsi que 10 matelots européens, en tout 23 Européens et une centaine d'Asiatiques. 26 octobre 1872, départ de Hong Kong avec 2 canonniers à vapeur. Le Ronquian, Georges Vlavianos, capitaine et prévôt d'armes. Gauchon, second, Gervais, mécanicien. le Laokai, D'Argence, capitaine, Berthaud, second, Dillière, mécanicien. le Mont Hao, navire à roues, Boucagnani, commandant, Franceli, second, Davis, mécanicien. une chaloupe à vapeur, le Song Tai, Brocas, capitaine, Légier, second. Et une grande jonque à la remorque chargée de matériel de guerre acheté auprès de la maison allemande de Shanghai, Telge, Nolting et compagnie.
En tout, 7000 fusils Chassepot et Remington, 30 pièces d'artillerie et leurs munitions. Haiphong, 19 novembre 1872. À bord du Bourragne, Jean Dupuy est reçu par le commandant Émilien Senet et Monseigneur Gauthier. Le Bourragne revient d'une croisière entre Magné, Hong Kong, Canton et Macao. Entre juillet et août 1872, la mission du Bourragne est de faire cesser la piraterie en Cochinchine. Pour réussir dans l'Annam, il ne faut aviser le gouvernement de rien, et moins encore lui demander, mais bien agir et s'il y a lieu, le prévenir. Je vous souhaite néanmoins plein succès dans votre sympathique entreprise que je crois appelée à un immense avenir. Les cours d'eau du Tonkin sont autant de voies naturelles à l'écoulement des produits du Yunnan et du Tibet. Puisse notre gouvernement arrêter les convoitises étrangères qui nous menacent. Dupuy rencontre le gouverneur des 3 provinces maritimes. Monseigneur Gauthier leur sert d'interprète. Le gouvernement français vous saurait de plus grand gré de ne pas entraver la mission de M. Dupuy qui intéresse aussi la colonie de Saïgon. Vos douanes tireraient des revenus considérables de l'ouverture du fleuve Rouge. Le fleuve Rouge n'est pas navigable et puis les rebelles vous massacreront tous dans le haut du fleuve. Je dois présenter votre demande auprès du gouvernement de Sa Majesté impériale. La réponse n'arrivera pas avant un délai de 3 à 5 mois. Et ici, l'eau est très mauvaise pour la santé. Vous ferez mieux d'attendre à Saïgon ou à Hong Kong. Que pensez-vous que fera M. Dupuy si son Altesse impériale lui refusait le passage? J'ignore les intentions de M. Dupuy, mais il faut mieux ne pas songer à cette éventualité, car un homme qui a tant dépensé en vue de la réalisation d'une telle idée ne l'abandonnera pas sans une vive résistance. Son Altesse commettrait une faute dont il est impossible de prévoir les conséquences. Aujourd'hui, c'est M. Dupuy, et demain ce sera un autre qui viendra lui demander la liberté de circuler et de commercer. Ainsi donc, toute résistance est vaine. Vos forts, vos canons et vos barrages sont impuissants à résister au courant du progrès et de la civilisation qui se dirige vers le Tonkin. Le 4 décembre 1872, Jean Dupuy décide de passer outre et remonte le fleuve Rouge. On dit que 2000 Chinois vont venir nous attaquer. Avec les pouvoirs que j'ai en main, ils seraient avec nous contre les Annamites. Et que pouvons-nous craindre à bord de nos navires, armés comme nous le sommes? 6 janvier 1873, première plainte du gouvernement annamite au contre-amiral Dupré. L'entreprise de M. Dupuy est pleine de dangers. Il y a des roches et des rapides infranchissables qui empêchent la navigation sur le fleuve et surtout, les rives au-delà de Hanoï sont occupées par les éléments incontrôlés. Votre sollicitude est trop exagérée. Si l'expédition de M. Dupuy échouait, nul n'en chercherait querelle à la dame. À mon avis, le parti le plus sage est de laisser passer M. Dupuy. 7 janvier, visite du colonel Ben Zicai, commandant de l'armée chinoise stationné à Dainam avec une escorte de 50 hommes. Je suis envoyé par le général Chen, commandant les troupes chinoises en garnison à Backnin et Taïenyin. Le général Chen souhaite se mettre à votre disposition pour vous faciliter le passage vers la Chine. L'armée impériale chinoise est ici à la demande de la cour impériale annamite, qui est incapable de contrôler la région. Il n'y a rien à espérer des autorités annamites. La province de Guangxi a d'ailleurs l'intention de s'emparer du delta du fleuve et de toute la partie du Tonkin qui s'étend du Yunnan à la mer. À la fin de la guerre des Taiping, les rebelles se sont échappés au Guangxi et sont venus se réfugier au Tonkin. Ils se sont divisés en 2 bandes rivales, les pavillons noirs et les pavillons jaunes. Les pavillons noirs se sont rendus maîtres de Laokai et les pavillons jaunes se sont installés à Rohyang sur la rivière Jaune où ils vivent en bonne intelligence avec la population. Leur chef, Wang Chongyin, demande la grâce de l'empereur et le droit de rentrer en Chine. 18 janvier, à 7 heures du matin, départ de Hanoï. 20 janvier, Arrivée devant Santai à 9h du matin. 22 janvier, Arrivée à l'embouchure de la rivière Noire. La chaloupe d'un tirant d'eau de 1,50 m s'échoue sur un banc de sable. 25 janvier, Arrêt devant Huonghua. 29 janvier, Nouvel An chinois à Yuen Tsentan. 31 janvier, Kouense. Réception par le général Hong. Franchissement de rapide. 10 février, Arrivée à Tuen Hia à 14h. Franchissement de rapide. 16 février, Arrivée aux avant-postes de Lu Vin Phuc. 17, 18 et 19 février, Traversée de rapide.
20 février, 10h30. Arrivée à Laokai. Les pavillons noirs ne nous voient pas arriver d'un bon œil. Ils savent bien qu'une fois le fleuve ouvert au commerce, leur règne de brigandage ne durera pas longtemps. 24 février. Départ de Laokai à 11h30 pour Mangrao. 27 février. Île de Ho-Keu Chat Chao. 1er mai, 17h45. Arrivée à Sinkai. 3 mars. Village de Pai I Chetong. 4 mars. Arrivée à Mangrao au soir. Mangrao est le point terminus de la navigation du fleuve. 5 mars. Départ de Mangrao à 13h. 5 mars, 17h35. Village de Chue Tien à 40 lis. 7 mars, 8h30. Départ pour Montse. 8 mars, 9h. Départ pour Kue-Kiu, arrivé à 4h25. 9 mars. Départ de Kue-Kiu à 9h15, arrivé à Sa-Tien à 15h30. 10 mars. Départ de Sa-Tien à 9h, arrivé à Mien Tien à 15h. 11 mars. Arrivé au village de Paichapu à 15h45. 12 mars. Départ à 3h du matin. Arrivé à 15h au village de Nien Kingpu. 13 mars. Départ à 5h50. Arrivé à Tongkeu. 14 mars. Départ à 7h. Arrivé à 16h à Ta-In. 16 mars à 8h. Arrivé au Kunming où Jean Dupuis est reçu par le Titai de Yunnan. Les mandarins du Tonkin ont mis énormément d'entraves à mon voyage. Si les Anamites vous posent encore problème, je vais envoyer 10 000 hommes au Tonkin. Non, je crois que c'est inutile. Les Anamites finiront par comprendre qu'il est de leur intérêt de laisser le libre passage. Mais j'accepterai volontiers une escorte pour protéger le convoi. Voici une lettre d'accréditation auprès du gouvernement anamite pour les besoins de la province du Yunnan, dans laquelle j'invite celui-ci à vous laisser circuler sur son territoire. Je vous donne 150 des meilleurs hommes de ma garde personnelle. 10 000 pécules d'étain vont vous être remis pour les frais du voyage. Il y a d'immenses fortunes à faire dans l'exploitation des mines. Je vais aussi repartir au Tonkin avec du cuivre. Lors de votre prochain voyage, ramenez-nous aussi du sel de mer. 28 mars. Voici 3 lettres destinées aux autorités anamites. 29 mars. Départ de Yunnan Sen, arrivé dans le lac à 15h. 30 mars. Arrivé à Quanyang à l'aube, puis à Ta-In à 18h. 31 mars. Départ à 10h, bivouac. 1er avril. Départ 6h, arrivé à Lakia-In, puis à Tonghai à 14h30. 2 avril. Départ de Tonghai à 7h30, arrivé à Yangtianpu à 12h50. Arrivé Paichapu. 4 avril. Départ Paichapu, arrivé 14h30 à Mien Tien. 5 avril. Mien Tien, Sa-Tien. 6 avril. Sa-Tien. 8 avril. Départ de Tachong à 15h45 vers Montse, arrivé à 21h. 10 avril. Achat de 12 000 picules de cuivre. 13 avril. Départ de Montse pour Mangrao à 14h15, arrivé à Hangchan Chai. 15 avril. Arrivé à Mangrao à 8h30, embarquement du cuivre et de l'étain sur les barques. 21 avril. Départ de Mangrao à 5h avec 12 jonques. Arrivé à 17h à Sinkai. 22 avril. Départ de Sinkai à 6h. Arrivé à Longpo à 9h. Arrivé à Pachakai à 16h55. 23 avril. Arrivé Laokai à 6h. 25 avril. Départ de Laokai à 7h avec 8 jonques. Arrivé à 17h20 au camp de Huang Song-in. 27 avril à 17h. Arrivé aux avant-postes anamites. 28 avril, 5h15. Départ, arrivé à Kwense à 6h. À 11h15, à Kinchi-hien. À 13h25, village de Yuen-Se-tong. Mouillage le long d'un banc de sable à 17h25. De retour à Songtai le 4 mai, Dupuis arrête le chef de la police qui séquestre sur le Laokai. Libérez tous ceux qui m'ont loué leur barque ou je vous garde en otage. 17 mai 1873, le gouvernement anamite défend à la population. Tout commence avec les hommes de Dupuis. Je punirai de mort tous ceux qui vendent du sel ou qui fournissent des barques aux étrangers, eux ainsi que leurs familles.
Je les exterminerai jusqu'à la racine. 24 mai 1873, entrevue avec le Quan An, chef de la justice, Dupuy s'entoure d'une escorte de 50 hommes armés. De quel droit avez-vous remonté le fleuve jusqu'au Yunnan pour y vendre des armes? Il n'y a pas à reculer, si je parais intimidé, c'en est fait de nous. Je ne peux pas vous laisser tenir ce langage plus longtemps. Je demande seulement la libre circulation sur le fleuve. De quel droit avez-vous acheté du sel pour le vendre au Yunnan? Si mes barques ne peuvent pas circuler, j'arrêterai toutes les autres chargées pour le compte du gouvernement annamite. Et de quel droit avez-vous séquestré les mandarins? Cela suffit, la séance est levée. Un chef du parti des Lé vient trouver Dupuy. Nous sommes 3 frères Lé, descendants du dernier roi du Tonkin. La dynastie des Lé a donné 26 rois au Tonkin et a gouverné 357 ans. Elle a été chassée par un usurpateur annamite grâce à l'aide des Français en 1802. Aujourd'hui, les Lé s'engagent à accepter le protectorat de la France. Nous disposons de 3000 hommes et 30 jonques, et nous sommes prêts à prendre les armes à vos côtés si vous rétablissez la dynastie. Délivrez-nous de Luving Fak. Ils enlèvent nos filles pour les vendre à des Laokai, à des Chinois, et nos fils servent d'otages. Ils les traitent comme des esclaves. Dupuy envoie Ernest Millot à Saigon pour mettre au courant le contre-amiral Dupré de la situation au Tonkin et discuter avec lui d'un emprunt. Il faut aller à Saïgon pour faire connaître au gouvernement de Cochinchine les difficultés que les Annamites nous suscitent. Dites-leur qu'il me serait facile de rétablir l'ancienne dynastie des Lé et de placer le Tonkin sous le protectorat français sans qu'il en coûte à la France ni un centime ni un homme. Saigon, seconde plainte du gouvernement annamite au contre-amiral Dupré. La première chose pour la religion d'un bon voisinage est la confiance qui naît de l'affection. L'an dernier, à l'arrivée des bateaux de M. Dupuy, le commandant de Bourenne, envoyé par votre Excellence, a demandé qu'il leur fût permis de se servir de la route du fleuve. C'est à cause de cela qu'ils sont arrivés à Hanoï et ont gagné le Yunnan. M. Dupuy a rapporté du Yunnan du cuivre et de l'étain et veut y retourner pour y vendre des armes achetées à Hong Kong, du riz et du sel. Vous devez nous aider à mettre fin à cette situation. Nous ne pouvons tolérer le trafic d'armes sur notre territoire, ainsi que la vente de sel, car c'est notre monopole. J'ai reçu de messieurs Dupuy et Ernest Millot un récit en complète contradiction avec le vôtre. Je n'ai d'autre moyen de m'éclairer que celui d'une enquête. Je ne peux rien sur monsieur Dupuy, le gouvernement français n'a rien à voir avec cette affaire. Il est le représentant du gouvernement chinois, expulsez-le vous-même si vous le pouvez. Contre-amiral Dupré avec son état-major. La situation du gouvernement annamite devient de plus en plus mauvaise. La région est dans un état d'anarchie de nature à faire craindre que le pays passe sous une domination étrangère. Le Tonkin est ouvert de fait par le succès de l'entreprise Dupuy. Et l'existence d'une voie de communication naturelle et pratique entre la mer et le Yunnan rend inutiles les efforts des Anglais pour en créer une artificielle entre la Birmanie et cette province. Effort mené avec une persévérance vraiment britannique. Qu'un navire anglais ou de toute autre puissance étrangère vienne à jeter l'ancre à l'embouchure du fleuve Rouge et fasse flotter son drapeau sur les rives du fleuve. Un changement au Tonkin compromettrait la sécurité et l'avenir de notre établissement en Cochinchine. Notre établissement dans le Tonkin est une question de vie ou de mort pour l'avenir de notre domination dans l'Extrême-Orient. Nous devons y prendre pied, soit comme alliés du roi Tuduk, pour y rétablir son autorité et l'y faire respecter, soit par une occupation militaire le jour où il répugnera à conclure avec nous un arrangement définitif. Si M. Dupuy se conduit au Tonkin comme un pays conquis avec les misérables forces dont il dispose, que nous en coûterait-il pour nous y installer ? Je pense que 4 compagnies d'infanterie, une batterie d'artillerie de campagne, un aviso et quelques petites canonnières suffiraient pour occuper le Tonkin depuis le delta jusqu'à Hanoï. Un coup de main fait avec les seules ressources de la colonie, un seul bataillon d'infanterie de marine envoyé à l'embouchure du fleuve Rouge suffirait.
Ensuite, les 6000 catholiques que Monseigneur Puginier se charge de trouver, dirigés par quelques instructeurs, suffiraient pour garder le pays contre les Anamites. Que peut-on craindre d'un pays que 23 Français et quelques Malais et Chinois viennent de traverser impunément? En attendant, il faut calmer ce monsieur Dupuis. Dans quelque hypothèse que je me place, il y a des raisons suffisantes pour motiver notre présence armée au Tonkin. Je suis d'ailleurs prêt à assumer toute la responsabilité des conséquences d'une expédition et à m'exposer à un désaveu, à un rappel ou à la perte d'un grade. Le succès est assuré. Je ne demanderai d'ailleurs aucun secours de la métropole. Rappelez le lieutenant Garnier de Shanghai et faites-le venir à Saigon. Il y a aussi le lieutenant Filastre qui est disponible. Ah, certainement pas lui. Filastre a trop de sympathie pour les Anamites. Il est plus Anamite que la cour de V. La mission du lieutenant Louis de Laporte arrive de France et est officiellement missionnée pour reconnaître le cours du fleuve Rouge. Il lui faudrait une canonnière et un équipage de 50 hommes. Dans les premiers jours de juillet 1873, Dupuis prend le contrôle de la police dans la ville marchande d'Hanoï. Tuez comme des chiens tous ceux qui donneraient le signe de la moindre velléité d'agression. Arrêtez tous ceux qui portent les insignes de mandarin, le costume de soldat ou toute personne voulant faire acte d'autorité en ville et conduisez-les à bord des navires. Le père Huang, chrétien d'origine vietnamienne, tente de faire l'intermédiaire entre Dupuis et les autorités anamites. Je suis porteur d'un message du contre-amiral Dupré. L'amiral Dupré vous prie de vous conformer à l'invitation du gouvernement anamite aux stipulations du traité et de vous retirer du Tonkin où vous n'avez pas le droit de résider. Je veux une indemnité. Mon préjudice s'élève à plus de 200 000 taels. Si on ne me donne pas satisfaction aujourd'hui même, demain je capturerai toutes les jonques du gouvernement naviguant sur le fleuve et je ferai prisonnier tous les mandarins rencontrés hors de la citadelle. Voyez comme vous êtes peu nombreux. Soyez raisonnable, le maréchal Guyenne est à bout de patience. Allez dire à vos maîtres que leur existence est à ma merci et que je prendrai la citadelle quand je le voudrai. Saigon, 12 juillet 1873. Amiral Dupré avec Ernest Millot. Vous n'ignorez pas que le gouvernement anamite s'est adressé à moi à 2 reprises pour me demander de décider votre associé à se retirer du Tonkin. Monsieur Dupuis ne peut obtempérer et il est forcé, dans la situation de ses affaires, de se maintenir à Hanoï. Avec nos 150 hommes, nous faisons la police sur le fleuve Rouge, nous sommes les maîtres du Tonkin, toute la population est pour nous. Il est possible d'assurer facilement à la France une colonie de 15 millions d'habitants, dont 500 000 chrétiens. Vous devez éviter tout conflit. Tenez le statu quo pendant 3 mois pour me permettre d'intervenir à mon heure. Mais attendre 3 mois à Hanoï va occasionner des dépenses considérables. Mon associé et moi avons reçu des offres splendides des Anglais de Hong Kong ou des Allemands de Shanghai qui nous ont ouvert leurs caisses. Mais nous préférons la misère de la main de notre pays à l'opulente puissance que nous donnerait le secours de l'étranger. Il ne faut absolument pas intéresser les étrangers dans cette affaire. Quelle somme vous faut-il pour attendre 3 mois ? 30 000 piastres. Nous allons trouver un moyen pour vous procurer la garantie de la colonie pour les fonds dont vous avez immédiatement besoin. Dupuis obtient 30 000 piastres contre la remise en garantie de tous ses biens. 6 septembre 1873, le contre-amiral Dupré avec les ambassadeurs anamites, le Tuan Uli et Nguyen Van Tron. Vous comprenez les avantages que vous tirerez de la libre circulation sur le fleuve Rouge pour le commerce et la mise en place d'une administration douanière française analogue à celle qui fonctionne en Chine. Moyennant ces concessions, le gouvernement français s'engagerait à rendre au roi Tuduk les 3 provinces de Vinlong, Shodok et Hatien. Le gouvernement français prendrait l'engagement de défendre le roi Tuduk contre toute attaque en dehors ou en dedans. Concernant M. Dupuis... Ce n'est plus nous qui commandons au Tonkin,
C'est lui. Dupuis refuse de rendre la jonque mandarine qu'il a confisquée. Je vais écrire à monsieur Dupuis une seconde lettre qui ne sera pas plus respectée que la première. Je vais donc envoyer un officier accompagné de quelques hommes à Hanoï pour signifier à monsieur Dupuis l'ordre de se retirer et le menacer d'utiliser la force s'il refuse d'obéir de bonne grâce. Quand Engal aura chassé monsieur Dupuis du Tonkin, nous nous arrangerons pour ne pas signer son traité. Dupuis me fournit le prétexte d'une intervention de Tonkin pour en faire une colonie. Le contre-amiral Dupré reçoit Francis Garnier. Le gouvernement annamite s'est adressé à moi à 2 reprises pour me demander de décider monsieur Dupuis à se retirer du Tonkin. Monsieur Dupuis, avec une centaine de soldats du Yunnan et les frères de la côte, s'est créé une situation indépendante qui lui permet de passer sur la tête des douanes annamites et faire un commerce aussi illicite qu'avantageux. Je sais que Dupuis projette de réunir un grand nombre de marchands de tout pays et qu'il attend d'autres troupes du Yunnan et des partisans de l'ancienne dynastie Lé pour s'emparer du Tonkin. S'il n'est pas arrêté dans ses projets, l'autorité du roi Tuduk sera complètement ignorée et le Tonkin échappera à la souveraineté de l'Annam. La disparition du pouvoir annamite au Tonkin serait en même temps la fin de notre influence sur cette contrée. Je prévois prochainement l'invasion du Tonkin par les troupes chinoises que la soumission des rebelles mahométans laisse inoccupées. Les Annamites ont aussi engagé des pourparlers avec le gouvernement de Hong Kong. Il faut demander au vice-roi des 2 Guan et à celui de Yunnan de ne pas intervenir au Tonkin. Avec des Asiatiques, cette situation peut se prolonger longtemps. Je pense envoyer au Tonkin une force d'1 millier d'hommes sous le commandement du colonel Trintignant. Je voudrais vous détourner de la dangereuse voie d'une expédition armée qui pourrait nous exposer à des complications. Une expédition que rien ne motive nous vaudrait des réactions des Chinois ou des Anglais. Il faut marcher autant que possible avec le gouvernement annamite. En faisant respecter les droits de Yue, nous nous plaçons sur un terrain diplomatique inattaquable. Si la cour de Yue sollicite elle-même notre intervention, personne n'aurait rien à y opposer. Envoyez-moi sur les lieux, je vais dénouer moi-même les complications créées par M. Dupuis. Les faits peuvent tourner à l'avantage de la France si nous savons tirer parti de la situation. 22 septembre 1873, Paris, ministère de la Marine. La prise de possession de l'embouchure d'un fleuve destiné à devenir une des voies de communication du commerce en Chine présenterait l'inconvénient d'exciter le mécontentement des puissances étrangères, de l'Angleterre en particulier. Les efforts qu'elle a faits pour établir par la Birmanie des communications avec le Yunnan témoigne du prix qu'elle attache au libre accès de cette province. S'il n'est pas douteux que le cabinet de Londres, qui s'est déjà ému de la situation que nous avons prise au Cambodge, ne se préoccupe vivement de nous voir devenir maître du Tonkin, on doit s'attendre à un sentiment d'irritation à Londres. Saigon, sollicitation des ambassadeurs de Hue pour le départ de Dupuis, ambassadeur Nguyen, Van Thuong et le Tuan. Excellence, je vous prie d'examiner attentivement les choses, en tenant compte de nos coutumes et de nos lois, et de nous donner l'ordre au bateau de M. Dupuis de s'en aller au plus vite. Ou d'envoyer jusque-là un officier et quelques hommes d'escorte ou d'écrire au chef chinois de retirer leurs troupes. Alors tout sera pour le mieux. La cour de Hue nous demande donc d'intervenir dans ces affaires de Tonkin. Mais les démarches que vous avez faites à Hong Kong ont profondément changé la situation. Je ne saurais souffrir que des étrangers se mêlent d'une affaire qui ne regarde que vous et nous. Je vais donc prendre des mesures pour envoyer à Hanoï un officier. Je donne l'ordre à M. Garnier de demeurer à Hanoï jusqu'à ce que l'affaire de la navigation du fleuve Rouge soit réglée. Si cet officier est entravé dans l'exécution de sa mission, je serai forcé de rendre votre noble gouvernement responsable et il faudra renoncer, à mon grand regret,
à toute espérance d'amitié prochaine. J'insiste aussi pour que le port d'Hanoï soit librement ouvert à notre commerce. Contre-amiral Dupré et Garnier. J'ai reçu la sollicitation du gouvernement annamite qui demande mon assistance pour faire partir M. Dupuy de Hanoï. Le lieutenant de la Porte fera l'hydrographie du delta. Quant à vous, vous examinerez les plaintes du gouvernement annamite et celles de M. Dupuy. Vous tâcherez de découvrir ce qu'il y a de fondé de part et d'autre. Je vous envoie à Hanoï parce que je vous sais être un homme de pleine prudence et de savoir. Quel qu'en soit le résultat, vous devez insister pour le prompt départ de M. Dupuy. En cas de refus, vous vous entendrez avec les autorités annamites pour l'y contraindre. Votre mission ne se borne pas là. Il est indispensable que des mesures efficaces soient prises pour empêcher le renouvellement de pareilles aventures. Les autorités annamites doivent comprendre que l'ouverture du fleuve s'imposera de force, s'ils ne l'admettent pas de bon gré. Ensuite, la signature d'un traité avec Tuduk donnera un caractère définitif à nos droits sur l'Annam et le Tonkin. Pour le reste, vous avez carte blanche. Garnier, à bord de l'Estrée, avec 30 hommes d'infanterie de marine, sous-lieutenant Ten Tin Nhan, et 53 hommes d'équipage de l'Arc de Fleurus, enseigne Esmez. La canonnière L'Arc coule pendant le voyage et sera remplacée le 23 octobre par la chaloupe canonnière L'Espingole et le Décret avec 88 hommes et 60 marins. Enseigne Bain de la Coquerie. Nous avons une part de responsabilité dans l'affaire Dupuy. Son voyage est la conséquence de notre expédition de 1868. Il est parti sur nos indications. Monsieur Dupuy est un esprit hardi et aventureux. Nos indications ne pouvaient être données à quelqu'un de mieux disposé pour en profiter. Il a en même temps que l'audace la prudence indispensable pour réussir. Je ne regrette qu'une chose de notre expédition avec le commandant de Lagrée, c'est de n'avoir pas suffisamment osé. Avec le prestige que possèdent encore les Européens, une volonté énergique et prudente à la fois doit tout entreprendre et peut tout obtenir. Quel riche et beau pays! Dans 2 siècles, nos neveux auront plus d'égards que nous pour la rage jaune. Seront-ils même assez forts pour lui résister? L'Indochine peut devenir pour nous l'équivalent de l'Empire de l'Inde que Dupleix a donné à la France et que Louis XV nous a fait perdre. Garnier a Houé avec Monseigneur Soyer, l'évêque de Houé et 2 ambassadeurs annamites. Je me rends au Tonkin, dans le but de conclure un traité ouvrant ce pays au commerce sous la protection de la France. D'après les rapports de notre ambassadeur à Saigon, votre mission a pour but que d'amener l'expulsion de M. Dupuy. Si elle en poursuit une autre, il est inutile que vous alliez au Tonkin. Nous nous entendrons avec M. Dupuy. D'ailleurs, tout est tranquille dans ce pays. Il faut demander à l'Émerel Dupré le rappel de M. Garnier. Hanoï, 1er octobre. Arrestation du sous-préfet par Dupuy. Je ne suis qu'un petit chef qui exécute ce que mes chefs me commandent. Comme je ne veux pas m'en prendre maintenant aux mandarins de la citadelle, je punirai à l'avenir tous ceux qui me feront du tort, et comme vous êtes l'auteur direct de celui que je subis, c'est vous qui en porterez la peine. Dupuy, avec un homme de Louvain-Fouque, est le chef de la communauté cantonaise de Hanoï. Ne vous mêlez pas des affaires annamites. Si vous ne faites rien contre nous, nous ne ferons rien contre vous. Le jour où vous tenterez quelque chose contre moi, je vous exterminerai tous de Laokai jusqu'à Hanoï. Le maréchal demande pourquoi vous avez fait brûler les forts et blesser des hommes dans le haut du fleuve Rouge. Le maréchal en verra bien d'autres s'il veut persister dans la voie où il est entré. 3 novembre, arrivée de Francis Garnier et ses 83 hommes à Hanoï. Les hommes de Dupuy le font la haie d'honneur et présentent les armes à Francis Garnier. 5 novembre 1873, Francis Garnier avec le gouverneur de Hanoï. Nous ne pouvons vous accueillir ici, la citadelle est trop petite. Il n'est pas digne de vous. Allez plutôt à l'auberge. À l'auberge? Avec 100 hommes et notre artillerie en pleine rue? Garnier, furieux du mauvais accueil de l'amiral, installe ses hommes au camp des lettrés. 6 novembre, on trouve entre Francis Garnier et Jean Dupuy. Je vous présente Jean Dupuy que j'ai rencontré en Chine en juin 1868. Monsieur Dupuy a démontré par la pratique
Ce que je n'ai pas pu faire il y a 5 ans avec le regretté Douard de Lagrée. Je suis arrivé avec la mission officielle de faire une enquête sur vos réclamations et sur les plaintes des Anamites à votre endroit. L'amiral désire pacifier et mettre un terme à la situation équivoque au Tonkin. Je compte beaucoup sur votre expérience du pays. Ma personne, mes navires et mon personnel sont entièrement à votre disposition. Pour le moment, il est bon que nos relations n'aient qu'un caractère officiel. À un certain point de vue, je suis un juge qui doit paraître se laisser influencer par aucune de deux parties. Je peux au moins vous prémunir contre les bruits exagérés que les Anamites font courir et vous affirmer que l'amiral n'entend abandonner aucun des intérêts commerciaux engagés. Il vous assure d'ailleurs de la vive sympathie qu'il porte à votre entreprise. La conduite que nous avons tenue au Tonkin depuis notre arrivée est exempte de tout blâme, et si nous mettions sous les yeux du monde entier nos actes de chaque jour, il n'y aurait qu'un cri d'indignation et de colère contre de pareils tyrans. Mon seul but a toujours été d'ouvrir par le fleuve Rouge une voie de communication avec le Yunnan pour acheminer sur Saïgon les riches produits de cette province. Aujourd'hui, cette route est ouverte, mais les mandarins de Hue veulent fermer de nouveau. J'ai passé des contrats au Yunnan pour une somme de 6 millions. Ces contrats doivent être exécutés à la fin de l'année. Je réclame aux Anamites une indemnité de 250 000 $ pour les retards qu'ils ont provoqués depuis le 4 mars. Envoyez-moi demain une note détaillée à ce sujet. 10 novembre, Francis Garnier reçoit l'évêque Puginière et envoie un ultimatum aux Anamites. Toute négociation avec les mandarins est impossible. Je vais être obligé d'utiliser la force. Laissez-moi au moins le temps de vous mettre en relation avec quelques notables influents. Votre avis a du bon. J'attendrai pour me décider des nouvelles de la côte qui ne peuvent tarder d'arriver. Vous attendez des renforts ? Oui, Le soir, à 21h, arrive le Mont Hao avec 60 hommes du corps de débarquement du décret et la chaloupe canonnière l'espagnol. Francis Garnier dispose maintenant de 171 hommes. Francis Garnier avec son état-major. il n'y a qu'un coup d'éclat qui puisse contrebalancer l'effet des menées anamites. Redonner confiance en moi, rétablir l'autorité et le prestige dont je suis arrivé entouré. Ce coup d'éclat, j'y suis décidé. Le 15 novembre, j'attaquerai la citadelle. J'arrêterai le maréchal et je l'enverrai à Saïgon sur un des bateaux de Dupuis. 14 novembre, rencontre entre Garnier et Dupuis. Je suis tout disposé à diriger les affaires du Tonkin au nom de la France. J'envoie demain le destré à Hong Kong pour porter à la connaissance du commerce étranger l'ouverture du fleuve Rouge sous la protection de la France. Je reçois les mandarins de Hue aujourd'hui, je vais m'occuper du problème de ton indemnité. J'ai calculé que les Anamites me devaient 920 000 $. À titre de garantie, je souhaite prendre la concession des mines de Tai Nguyen et le monopole de la ferme du sel et 200 000 $ en espèces. Les Anamites t'ont causé de grands préjudices. C'est une affaire conclue. 16 novembre, proclamation du vice-roi. Monsieur Garnier, par ordre du roi, n'a pas d'autre but en venant au Tonkin que de chasser Dupuis du pays. Et ceux qui propageront des nouvelles contraires seront sévèrement punis. 19 novembre, Monsieur le maréchal, vos agents répondent contre moi des bruits faux, des accusations haineuses. Vous défendez aux commerçants, aux chrétiens de venir me trouver. Vous ordonnez que toute réclamation, toute plainte passe devant vous avant d'arriver à moi. Vous devez détruire immédiatement cette proclamation qui dénature ma mission. Je suis venu sur la demande du gouvernement anamite pour faire une enquête. Vous avez tout fait depuis mon arrivée pour entraver ma démarche. Vous n'avez cessé de me tendre des embûches et des pièges. Vous avez fait construire des barrages pour empêcher mes navires de passer. Vous avez tenté de nous empoisonner. Vous avez appelé les bandits au pavillon noir et d'autres pirates pour nous exterminer. Je ne suis point un serviteur du gouvernement anamite venu à Hanoï pour se faire l'exécuteur de sa justice. C'est la cour de Hue, impuissante à faire respecter son autorité au Tonkin, qui m'a demandé le concours de l'amiral pour faire quitter Hanoï à M. Dupuis. Je suis au-dessus des ordres de la cour de Hue et j'agis ici à ma guise. Elle m'a laissé venir jusqu'ici, j'y resterai. J'examinerai librement l'état des choses et j'arrêterai avec vous ou sans vous telles mesures qui me paraîtront nécessaires pour rendre à cette contrée la prospérité et la vie. J'y suis venu représenter les intérêts de la civilisation et de la France, discuter librement, au nom du gouvernement de Saïgon, les mesures à prendre pour calmer l'effervescence des esprits et régulariser la situation commerciale.
Votre mission était de chasser M. Dupuis et de partir aussitôt après. Emmenez Dupuis et partez avec lui. Je déclarerai à tous que, contrairement à votre dire, ma mission ne consiste pas à punir M. Dupuis, mais à examiner sa conduite. Il a violé les traités, dites-vous, en résidant à Hanoï. Pourquoi ne pas l'avoir laissé passer ? M. Dupuis était porteur de lettres de crédit des vice-rois de Canton et de Kunming. Je donne à M. Dupuis l'autorisation et je prends sous ma protection tous ceux qui voudront faire du négoce au Tonkin. M. Dupuis a fait des dépenses considérables et perdu beaucoup de temps. Le gouvernement d'Annam doit l'indemniser. Le gouvernement d'Annam lui doit au moins 920 000 $. À titre de garantie, il prendra la concession des mines de Tai Nguyen et le monopole de la ferme de sel, ainsi que 200 000 $ en espèces. Je suis aussi venu ici entendre avec vous sur l'ouverture du Tonkin au commerce. Je vous donne jusqu'au 14 novembre pour ouvrir le Tonkin au commerce. Passé cette date, je proclamerai moi-même l'ouverture sous la protection du gouvernement français. Je déclarerai aux commerçants que la protection de la France leur est assurée pour toujours, qu'elle veillera soigneusement à leurs intérêts. Je déclarerai aux habitants que leurs droits trouveront en l'amiral un protecteur éclairé, que son vif désir est de les voir gouverner suivant les règles de l'humanité et de la justice, et qu'ils peuvent librement lui adresser leurs plaintes et leurs vœux. Vous venez vous occuper d'affaires qui ne vous regardent pas. Vous venez tout décider et arranger au lieu et place de chacun. En agissant ainsi, vous imitez Dupuis. Vos actes sont infiniment plus excessifs que ceux de M. Dupuis. Ce sont les instructions que j'ai reçues de l'amiral et suis résolu à faire exécuter les traités, si de votre côté vous les exécutez loyalement. Je suis résolu aussi à ne pas tolérer plus longtemps les menaces dont je suis entouré et la terreur que vous répandez dans la population à mon sujet. J'honore votre grand âge et votre patriotisme. Je déplore la haine aveugle contre les Français qui caractérise tous vos actes. Prenez garde, la responsabilité de leurs conséquences retombera sur votre tête. Avant le 19 novembre, 18h, je veux, la citadelle désarmée, la permission pour M. Dupuis d'aller librement au Yunnan par le fleuve et la levée de l'interdiction faite au peuple de parler aux Français. 18 novembre, autour de Jean Dupuis. Il faut que M. Garnier s'empare du maréchal. Une fois prisonnier, tous les Chinois seront avec vous. Mais tant qu'il donnera des ordres, il peut faire beaucoup de mal à Hanoï et ailleurs. Nous sommes 2000 hommes prêts à marcher avec vous au premier signal. J'ai avec moi 3 sergents de l'escorte du maréchal qui lui couperont la tête s'il part demain. Comme on le dit, se cacher dans la sous-préfecture de Tanti. 19 novembre vers 20h, Garnier et Dupuis discutent seuls au domicile de Francis Garnier. Avec un gouvernement d'une mauvaise foi aussi traditionnel que le gouvernement ennemi dans l'exécution des traités, il est nécessaire de se procurer des garanties. Je vais donc prendre la citadelle et en déloger les mandarins. Demain vers 6h, les canonnières commenceront le feu en tirant sur les portes nord et est et sur les yamens du maréchal Nguyen Trifong et du vice-roi. Avec l'infanterie de marine et 2 pièces de montagne, j'attaquerai la porte sud. De ton côté, tes hommes se tiendront près de la porte est pendant que les canonnières tireront sur cette porte. Francis Garnier écrit une lettre à son frère. Allez à Jacta Est, j'attaque demain au point du jour, 7000 hommes derrière des murs avec 180 hommes. Si cette lettre te parvenait sans signature, c'est-à-dire sans nouvelles additions de ma part, c'est que je serais mort ou grièvement blessé. Dans ce cas, je te recommande Claire et ma fille. 20 novembre à 7h. Après un bref bombardement, la citadelle est aux mains des Français. Dupuis et Francis Garnier se rencontrent entre les portes sud et est. Le maréchal Nguyen Trifong est blessé au bas-ventre. On le retrouve dans une paillote, près de la porte sud, avec le commissaire de Hue. Et les 2 fils de Phan Thanh Giang, condamnés à mort à Saigon pour insurrection. Le fils du maréchal, marié avec la fille unique de Tuduc, est tué. Francis Garnier. Je te charge de la police de la ville marchande. Mes hommes gardent la citadelle. Suite de la lettre de Francis Garnier. All right. La citadelle a été enlevée. Pas un blessé. La surprise a été complète et réussie au-delà de mes prévisions. Le feu de la rade, surtout a abruti ces pauvres gens qui n'avaient pas encore vu de projectiles explosibles. L'envoyé de Hue et tous les grands dignitaires sont pris. C'est une opération modèle, sans me vanter.
proclamation de Francis Garnier après la prise de la ville. L'envoyé du Grand Royaume de France, le grand maréchal Garnier, fait savoir au peuple qu'il est venu au Tonkin par ordre de l'amiral pour ouvrir une voie au commerce. Les mandarins de Hanoï, le maréchal Nguyen et d'autres encore ont dénaturé le but de notre mission près du peuple, en faisant courir des bruits en contradiction avec nos intentions. Je vais les envoyer au roi d'Annam pour qu'il soit puni. Que tous les mandarins du Tonkin, grands et petits, observent les lois de la justice envers le peuple et la tranquillité régnera dans ce pays. Le grand mandarin Garnier fait savoir qu'il a été décidé de ce qui suit. À partir de ce jour, le fleuve Rouge est ouvert au commerce. Les commerçants seront sous la protection du pavillon français et ne dépendront en rien des autorités annamites. Toutes les douanes annamites sont supprimées. Que les préfets veillent à ce que rien ne trouble la tranquillité publique. Si quelques bandes osent encore inquiéter et piller le peuple, nous en tirerons un châtiment exemplaire. Telle est notre volonté. 24 novembre. Entre Garnier et Dupuis. Voici mon rapport à l'amiral. Il y a quelques passages te concernant, lis donc. Monsieur Dupuis se montre plein de bon sens et de patriotisme et défère à toutes mes indications. Il importe de rendre justice à monsieur Dupuis. Loin d'avoir mérité les blâmes dont elle était l'objet, sa manière d'agir a été pleine de patriotisme et de désintéressement. Monsieur Dupuis, il faut le reconnaître, aura contribué dans une grande mesure à faire ouvrir le fleuve Rouge au commerce des nations civilisées. Tu es un peu plus élogieux sur mon compte. Vois tout ce que tu as fait pour l'intérêt de la France. Maintenant que Hanoï nous appartient, allons prendre Sontai, où est le prince Hoang Keviem, et de là nous serons maîtres de tout le pays. Il n'y a plus que le prince Hoang qui puisse organiser la résistance. Quand il n'y aura plus de chef pour donner des ordres, les autres viendront faire leur soumission. Je crois qu'il faut garder les choses dans l'état et ne pas aller plus loin. Ce sont là les paroles mêmes de l'évêque Puginier, et demain sera trop tard quand le prince Hoang aura pris les pavillons noirs à sa solde. Ce sont les missionnaires qui te poussent à descendre vers Namdin où les chrétiens sont nombreux. Laisse-moi prendre Sontai et Hunghua pendant que vous irez à Namdin. Je dois m'assurer du delta et sécuriser les communications avec la mer avant de remonter à Sontai. Il vaut mieux attendre mon retour et concentrer toutes nos forces à Hanoï et être prêt à tout événement. Je te propose aussi de te racheter tes canonnières qui te sont inutiles. Quel est ton prix ? Que penses-tu de 65 000 $? Laisse-moi seulement tes équipages quelque temps encore. Envoie quelqu'un à Saigon pour te faire payer auprès de l'amiral. Jean Dupuis remonte le fleuve Rouge vers le nord et provoque Lu Van Phuc. Lu Van Phuc, viens à Hanoï pour expliquer ta conduite. Si tu refuses, je prendrai Hunghua et je poursuivrai les pavillons noirs partout où ils se retireront et je les exterminerai. Saigon, début décembre. Entre le contre-amiral Dupré et Filastre, commissaire des affaires indigènes. Vous êtes un vieil ami de l'Annam. Je crois que vous êtes le seul avec lequel les Annamites veuillent encore parler. Dans la bouche de tout autre, nos protestations d'amitié seraient accueillies pour ce qu'elles valent. Il faut vous rendre à Hue afin de rassurer la cour sur nos intentions, puis conclure et signer un traité de paix avec l'Annam. Comment ? Vous me jetez dans les plus profondes de stupéfaction. D'une main, on envoie Garnier avec des soldats et des canons, on s'empare des citadelles, de l'autre, on me charge de négocier un traité de paix. Vous avez envoyé Garnier pour chasser un baratier quelconque, et pour tâcher de nous entendre avec les fonctionnaires annamites. Garnier s'est donc laissé séduire, trompé et mené par ce Dupuis. Il s'est allié à cet aventurier pour mitrailler sans avis des gens qui ne nous attaquaient pas et qui se sont pas défendus. Le mal sera irréparable pour vous et pour le but que l'on se propose en France. Je vous avais prévenu que les Annamites ne voudraient pas accepter de traiter avec Garnier. Vous le saviez. Je ne suis pour rien dans les événements qui se déroulent sur le fleuve Rouge. Garnier a outrepassé ses pouvoirs. Je ne l'ai jamais autorisé à employer la force. Il m'a perdu et vous seul pouvez être mon sauveur. Vous ne voyez pas encore toute la gravité, tout l'odieux de notre agression. Cette affaire va soulever un tollé général contre lui et contre vous. Que fera le gouvernement annamite ? Je n'en sais rien encore. Les ambassadeurs sont désolés et indignés. Je ne sais si leur gouvernement, dont l'orgueil est considérable, se résignera à supporter cet affront. Ils veulent la paix, mais ils sentent très bien que c'est un coup de Jarnac amené par vous et que vous êtes décidés à la guerre. Je m'attends à être mal reçu.
j'aurais bien à souffrir car ils ont beau jeu. Ce sont vos ordres. J'aurais voulu éviter toute participation à des affaires de négociation si étrangement conduites. Je suis désolé de tout ça et je n'attends rien de bon ni dans le présent ni dans l'avenir. Il est possible que la situation donne l'espoir aux Anamites de nous chasser du Tonkin ou que le roi ne change d'avis et ne se jette du côté des partisans de la résistance et ne donne l'ordre de continuer les hostilités. Vous devez faire comprendre aux Anamites que l'incident ne change rien à la situation des deux puissances. « 10 décembre au matin, départ pour Hue de Philastre, avec l'ambassadeur Nguyen Van Thuong à bord de l'Antilope. Vous êtes un traître. Vous venez pour nous tromper en voulant nous faire croire que l'amiral est notre ami. Garnier a désobéi à l'amiral. Je n'aurais jamais accepté la mission de venir à Hue si je n'avais pas reçu la preuve et acquis la conviction absolue que l'amiral avait été indignement trompé. Si l'amiral ne demande que son traité, nous sommes prêts à le signer des deux mains. Mais nous ne voulons pas signer un traité de paix et d'amitié pendant qu'on nous fait la guerre au Tonkin. Évacuez le Tonkin, arrêtez Garnier, et nous traiterons ensuite. 11 décembre, Garnier prend Nam Dinh et nomme Aumont gouverneur. Le sentiment d'impuissance qu'ont les Anamites vis-à-vis de nous est aujourd'hui arrivé à un tel point qu'une petite canonnière, c'est-à-dire 21 canons, peut se présenter impunément devant tous les chefs-lieux de province et y dicter des lois. On peut prendre sans coup férir tous les points importants du delta et en prononcer l'annexion. « 14 décembre, Jean Dupuy et ses hommes prennent Phu Ao. 15 décembre, les pavillons noirs arrivent à 50 lis de Hanoï. Des renseignements nous préviennent que les Anamites auraient l'intention de nous attaquer cette nuit par le côté nord. Vous pourrez nous aider à cette occasion avec une patrouille de nuit. À Haitzong, le sous-lieutenant de Trintignant, 22 ans, fait construire un réduit et confie l'administration de la province à ses mandarins, dont il exige les fils comme otages. « 20 décembre. Le maréchal Nguyen meurt de ses blessures. 14 heures. Conversation entre Dupuy et Garnier pour une expédition commune. Il faut maintenant en finir une bonne fois avec les gens de Hue et les pavillons noirs. Tes hommes du Yunnan iront prendre position derrière Phu Roy. De mon côté, je partirai d'Hanoï pour attaquer Phu Roy de front. Ainsi, nous les prendrons entre deux feux. Voici l'arrêté qui te donne l'adjudication pour la ferme de sel. Tu n'auras qu'à le faire traduire et à l'afficher en ville. Saigon, rencontre entre les mandarins anamites et le contre-amiral Dupré. Vous semblez tolérer encore les actes si nuisibles de M. Garnier après avoir les moyens d'agir par pression sur nous. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de nous occuper de toutes nos forces à conclure au plus vite le nouveau traité qui terminera toutes ces affaires. Si vous ne venez pas négocier, je le ferai avec les représentants de l'ancienne dynastie Lê que je réinstallerai sur le trône du Tonkin. Garnier est en conférence avec les évêques et les ambassadeurs de Hue chargés de négocier la paix entre la France et la Nam. Lorsqu'un interprète lui apprend que les pavillons noirs attaquent la face ouest de la citadelle. Il y a 600 Chinois avec 2000 Anamites sur la route de Phu Hai. Ils ont des éléphants et des canons. Francis Garnier est isolé de ses hommes et tué. À moi, mes braves! Venez, nous les battrons! Garnier, Balny, un sergent Fourier et un caporal Fourier et un matelot tués. Leurs corps sont exposés sans tête sur de la paille. Garnier a le bras droit écarté, celui de gauche
amené le long du cœur. Le bras droit chassait une bottine, l'autre qu'une chaussette blanche. Vêtements en lambeaux, le cœur arrache et le sexe tranché, les deux mains crispées. Je te vengerai. Je t'en fais le serment ici. J'ai à peine 40 hommes valides pour tenir la citadelle. Je vais la faire évacuer et nous allons nous retirer à bord des navires. Allons, le malheur qui vient de nous frapper n'a pas changé la situation à ce point qu'il faille recourir à une mesure qui amènerait un véritable désastre. Monsieur Dupuis, qui est à la garde de la ville marchande, vous aidera encore à la garde de la citadelle pour permettre à vos hommes de prendre un peu de repos. Donnez-moi la garde de la citadelle si vous êtes disposé à la m'en donner. Je viendrai moi-même cette nuit avec mes hommes et les miliciens tonkinois qui me sont dévoués. Si j'ai votre concours, nous resterons. Lu Wing Foc, T'en ferais couper la tête à tous les Français qui voudront remonter le fleuve au-delà de Hanoï. 3 janvier 1874. Arrivée de Filastre avec Auger Testard du Cosquer, commandant le croiseur des Crêts. 5 janvier, signature d'une convention avec Nguyen Van Thuong. Les troupes françaises vont forcer les navires de Dupuis à demeurer à Haiphong et protégeront le royaume contre ceux qui voudraient y pénétrer. 11 janvier, proclamation de l'ambassadeur Annamite, Nguyen Van Thuong et Filastre. Pour des affaires de commerce, il a été envoyé un nommé Garnier au Tonkin. Mais celui-ci, ne comprenant rien aux affaires, il a mis le désordre dans le pays en s'emparant de 4 citadelles. C'est pourquoi l'envoyé Nguyen, Van Thuong et Filastre sont venus pour rétablir l'ordre compromis. L'Annam et la France, étant 2 pays amis depuis longtemps, ils se doivent aide et protection. 17 à 19 janvier 1874, entrevue entre Filastre et Dupuis. Je suis ici en qualité de chef politique du Tonkin, en remplacement de M. Garnier. J'ai donné ordre d'évacuer toutes les villes occupées par les Français et de faire rétablir les mandarins destitués. Garnier était un forban. Vous vous êtes comporté en forban. Comment comptez-vous faire pour me faire payer les indemnités qui me sont dues par les Annamites ? Je n'ai pas reçu d'instruction à votre sujet. Je ne peux donc rien faire pour vous. Vous pouvez mettre sous séquestre les valeurs mobilières qui se trouvent dans les villes que vous voulez rendre aux Annamites. Non, puisque je vais tout leur rendre. La citadelle sera rendue aux autorités et je vais proposer à l'amiral l'évacuation d'Hanoï pour ne pas trop humilier les mandarins aux yeux du peuple. Les mandarins sont prêts à signer le traité tel que l'amiral le désire. Mais il faut remettre les choses dans l'état où elles étaient avant l'arrivée de Garnier. Depuis le départ des Français, 500 chrétiens ont été tués. J'ai perdu toute autorité. Je n'ose même plus me montrer à eux. Tout ce qui arrive n'est pas la faute des mandarins qui font ce qu'ils peuvent. Ce sont des représailles contre les chrétiens pour leur collaboration pendant l'occupation française. Qu'avait-il à prendre le parti de Garnier contre les mandarins ? C'est trop fort. C'est nous maintenant qui sommes coupables de la mort de nos frères. Je demanderai qu'une enquête soit faite et que la vérité soit connue. Nous, missionnaires, nous travaillons pour Dieu, pour notre pays et pour le pays auquel nous sommes dévoués. Nous avons précédé de 3 siècles les soldats de ce pays. Ceux-ci disparus, nous resterons. Un charbonnier est maître dans sa maison. Et vous, Dupuis, de quel droit êtes-vous au Tonkin ? Est-ce bien le rôle du représentant de la France de venir défendre la barbarie contre la civilisation ? Quant à mes droits, ils sont indiscutables, en vertu des pouvoirs que j'ai reçus des autorités du Yunnan et du vice-roi de Canton. Ce n'est pas à des Français qu'il appartient de discuter de ce droit. La France n'a aucun pouvoir d'intervention au Tonkin. Vous ne pouvez donc prendre fait et cause pour vos amis les Annamites ennemis de la France sans être responsable du préjudice que vous me causez. Les Français sont en Cochinchine comme des brigands et des voleurs. Les brigands et les voleurs sont ceux que vous défendez. Garnier n'était qu'un forban et un pirate. Il serait passé en conseil de guerre s'il n'était pas mort. Vous avez séjourné tellement longtemps ici que vous en avez perdu le sens des vrais intérêts de votre pays.
Le 25 janvier 1874, Dupuy quitte Hanoï à bord du Destrée pour rencontrer le contre-amiral Dupré à Saigon le 27 janvier. Mon cher monsieur Dupuy, c'est grâce à vous que j'ai mon traité. Les Annamites renoncent à leur ancienne politique, ils se jettent dans nos bras. Je leur rends leur territoire pour ne pas trop les humilier, mais vos intérêts ne seront pas sacrifiés. Pour permettre la conclusion du traité avec les Annamites, monsieur Philastre a demandé à mettre votre expédition sous la surveillance des troupes françaises à Haiphong. Dans 20 ou 25 jours, vous pourrez circuler librement et reprendre vos affaires avec le Yunnan sous la protection d'un traité. Amiral, on vous trompe. Monsieur Philastre a ruiné mon commerce. Je vous promets de faire mon possible pour obtenir des compensations pour le préjudice que vous causent les mesures prises par monsieur Philastre. Vous pourriez par exemple obtenir le monopole du commerce avec le Yunnan pendant un certain temps au moins. Faites-moi obtenir la concession des mines de Taï Nguyen comme cela avait été convenu avec Francis Garnier. Monsieur Philastre est complètement dans les mains des Annamites. J'aurais attendu qu'on employât la force pour nous chasser d'Hanoï. Vous êtes trompé, non seulement en ce qui me concerne, mais en ce qui vous concerne vous-même. Les Annamites nous regardent comme des ennemis exécrables. Lou Vin Phuc, l'assassin de Garnier en récompense de son crime, a été fait par le gouvernement annamite général de division par la grâce de ses crimes envers des Français. Il proclame que malgré le traité que les Français supplient la cour de Hue de leur accorder, pas un Français ne remontera dans le Yunnan. Du 6 au 12 février 1874, les troupes françaises évacuent Hanoï. 24 février 1874, Dupuy reçoit la visite du docteur Hamon qui rentre en France. Philastre vous fera pendre s'il le pouvait. Aussitôt mon arrivée en France, je ferai connaître tout ce qui est arrivé aux Tonquins. Rien au monde ne m'empêchera de dire la vérité. Les mandarins font courir le bruit que nous avons été chassés par eux des citadelles. 2 sous-préfets nommés par Garnier ont été assassinés avec leurs familles. En 3 mois et demi, la France aux Tonquins a tout gagné et tout perdu. Je crains que demain le fleuve Rouge ne soit plus fermé que depuis qu'il fut déclaré ouvert de droit. Paris. Garnier avait un esprit aventureux et était dévoré d'ambition. C'est lui et l'évêque Puginier qui ont excité les chrétiens indigènes contre l'autorité de la cour de Hué. Garnier est aussi responsable d'avoir accepté le concours de M. Dupuy, de sa bande de Chinois et de Malais. Le triste événement que vous annoncez justifie les appréhensions que je vous avais exprimées au sujet de la mission envoyée aux Tonquins et dont je n'ai pu empêcher le départ. Hâtez par tous les moyens la conclusion du traité. Je vous rappelle que le gouvernement exige de la manière la plus absolue qu'il ne soit pas question d'une occupation du Tonkin. Mars 1874, négociations à Saigon. Le contre-amiral Dupré fait de nombreuses concessions. Amiral, les Annamites demandent toujours plus. Tandis que nous négocions, leurs ambassadeurs ne prennent même plus la peine de dissimuler l'exécration dans laquelle ils tiennent tout ce qui touche à la France et à nous-mêmes. Allons, je n'en crois pas un mot. Je tiens les Annamites comme de la meilleure foi du monde. Hâtez les négociations, je suis rappelé à Paris et l'amiral Krantz est déjà arrivé à Aden. 6 mars, arrivée du vice-amiral Krantz à Saigon. 14 mars, entrevue de Jean Dupuy avec le contre-amiral Dupré. Je n'ai rien pu obtenir pour vous des Annamites, mais le traité sera signé demain. Je rentre ensuite à Paris pour le faire ratifier. Mon successeur, l'amiral Krantz, sera avisé de la situation. Rassurez-vous, vos intérêts ne souffriront pas de cette situation et votre patriotisme sera largement récompensé. 15 mars, signature du traité. C'est assez. Je n'irai pas plus loin. Signez ou demain je pars, non pour la France mais pour le Tonkin, et nous verrons si vous vous moquerez de moi. La situation n'a pas été créée par nous, je rappelle que je me suis énergiquement opposé à l'entreprise de M. Dupuy. Ce qui s'est passé est la conséquence de cette expédition aventureuse. Le traité du 15 mars 1874 ne sera pas appliqué et le Tonkin restera fermé au commerce étranger. Dupuy à Haiphong avec M. Turc, consul de France.
Vous me demandez les moyens à employer pour donner à vos hommes les garanties qu'ils vous réclament. Il n'en est qu'un seul, monsieur. C'est de faire immédiatement entre mes mains le dépôt de vos livres, de vos navires et de votre personne, afin que je puisse saisir les tribunaux compétents de la liquidation de votre position. Je mettrai des gardiens sur vos navires et aviserai à prendre tout moyen que de droit pour réserver les privilèges des hommes embarqués et de tout autre créancier. Mes soldats appartiennent à la province du Yunnan qu'ils ont quitté avec armes et bagages pour me servir d'escorte. Ils doivent être rendus à leur nation avec leurs armes. Je proteste énergiquement contre vos agissements à l'égard de mes navires et de mon personnel. En décembre 1874, Jean Dupuy est déclaré en faillite par le tribunal de commerce de Saigon. Du 9 février 1874 jusqu'au 15 septembre 1875, les 200 hommes et les 5 navires de Dupuy restent sous la surveillance de la marine à Haiphong. Paris, ministère de la Marine et des colonies. Le vice-amiral Louis-Raymond de Montagnac de Chauvans, ministre de la Marine avec le vice-amiral Crens, contre-amiral Victor Duperré, chef de cabinet du ministre. L'œuvre du contre-amiral Dupré est loin de mériter tous les éloges. Il a laissé une situation financière embrouillée et le traité du 15 mars est loin de représenter tous les avantages que l'on invoque. Il n'est dit nulle part dans le traité que le roi de l'Annam reconnaît le protectorat de la France. Il a laissé la colonie dans une situation intolérable et pleine de dangers. L'Annam n'a accepté ce traité que pour gagner du temps et se jettera dans les bras de notre ennemi à la première complication en Europe. Que dirons-nous aux Chinois s'ils revendiquent leur suzeraineté sur le Tonkin et qu'ils y fassent entrer des troupes pour la maintenir? De quel droit protégerons-nous le Tonkin contre son suzerain? Les réclamations de Dupuy sont sans fondement. Il a fait pour associés et commanditaires des chercheurs d'affaires sans moralité et de nationalité étrangère. Faites tout votre possible pour endormir et faire traîner l'affaire Dupuy. Elle s'éteindra d'elle-même avec le temps. Quant au commerce avec le Yunnan, on s'est fait d'étranges illusions à cet égard. La navigation du fleuve n'est possible que 6 mois de l'année seulement, et elle est longue et difficile. Le mauvais vouloir des Chinois peut arrêter complètement le commerce avec le Yunnan. Le gouvernement de Pékin voit avec mécontentement notre établissement au Tonkin. Il est possible qu'il ferme sa frontière. C'est un mauvais traité pour le pays, qui ne peut pas, dans la situation actuelle, se risquer à une guerre. 17 juillet 1876. Jean Dupuy dépose une pétition sur le bureau de la Chambre des députés. 10 décembre 1877, la commission des pétitions de la Chambre des députés examine la demande de réparation de Jean Dupuy. Ce qui ressort de l'examen attentif de cette affaire, c'est que si le gouvernement métropolitain s'est toujours énergiquement refusé à une ingérence directe de l'entreprise de M. Dupuy, le gouvernement colonial a au contraire encouragé et soutenu cette même entreprise. M. Dupuy a subordonné sa propre action à celle de la France et a subi ainsi du fait de l'administration des préjudices de diverses natures dont il lui est dû réparation, tant de la part du gouvernement français que du gouvernement annamite. M. Dupuy avait tous les titres pour obtenir le passage car il était au Tonkin en vertu d'un mandat du vice-roi de Canton qui était investi d'un droit de vassalité de la Chine sur l'Annam. Le droit de vassalité de la Chine sur l'Annam était en 1872 la chose la moins contestée et la moins contestable. L'article 2 de notre traité de mars 1874 y a mis fin. Le lieutenant Garnier s'est emparé de la citadelle d'Hanoï avec le concours de M. Dupuy, dont il réquisitionna toutes les forces en somme et en navires. Le contre-amiral Dupré s'est servi du concours de l'expédition commerciale dont l'expulsion du Tonkin lui a servi de motif pour envoyer ses navires de guerre.
Le sentiment unanime de la colonie est favorable sans réserve à M. Dupuy, que chacun tient pour le plus honorable négociant, sacrifié par ceux-là même qui l'avaient ouvertement soutenu. Il est vrai que la population entière de notre colonie est favorable à M. Dupuy. Le gouvernement interdit la publication de son mémoire dans l'indépendance de Saigon. Notre administration est admirable comme génie de colonisation. Un Français ouvre une route des plus importantes. On le traque, on le ruine, on le brise, on lui offre la prison pour refuge, puis on se lamente de voir à sa place le commerce étranger prospérer, s'étendre, envahir. Après tant de misères souffertes dont aucune n'est imputable à moi-même, me sentant au cœur tant de poignantes douleurs, je vais enfin trouver dans la mère patrie, auprès des représentants du pays, la protection et la justice dues à mes droits et à mon patriotisme, et voir la fin des persécutions iniques.